La vie comme elle va, troisième partie, toujours autour du thème de la cruauté avec Yves Prigent qui est neuropsychiatre. Suicide, dites-vous ? Vous n'avez plus le pur et simple amour de la vie ? Elle vous paraît fade, pesante, opaque, insipide. Ne touchant plus vos sens, elle a perdu son sens. Elle vous est fardeau intolérable, énigme indéchiffrable, stupeur grise, poussière impalpable et multiple. Pourtant, voulez-vous me permettre aussi doucement que possible, avec pudeur et délicatesse, autant que je le puis, de relire juste les temps de votre vie où apparurent et se formèrent des articulations, des jointures, des bords. Je vous promets de laisser l'anecdote et le récit, la biographie telle qu'elle s'expose, la banalité dure des sales petits faits vrais. Mais laissez-moi, d'un doigt aussi léger que je le pourrais, tout à la fois désigner et effleurer, suivre et susciter les zones de faiblesse sensible de votre existence. Là où elle a su basculer, ployer, chavirer, prendre un élan, oser une pause, lâcher une crispation, ouvrir une garde. Je voudrais, délaissant le reste, me contenter de suivre, avec votre accord, même silencieux, les lignes de souplesse et d'ouverture. Du doigt et de simples mots, réveiller un peu, ressusciter des émois, des effrois qui ont laissé leurs traces sensibles, peut-être douloureuses ou angoissantes ou criantes, comme un plaisir isolé, mais vivante et présente dans cette vie, cette existence, ce corps que vous dites maintenant mort, absent. Yves Prigent, nous avons parlé tout à l'heure du meurtre psychique, la manière dont les victimes des cruels se retrouvaient sidérées, pulvérisées. Et vous disiez que, dans le fond, le seul moyen de se défendre, c'est d'être réparé un peu dans un endroit chaleureux. Vous faisiez la métaphore suivante, celle du vase en 1000 morceaux, dans le creux des mains qu'on reconstruit petit à petit. Et puis là, vous écrivez tout un livre, justement, de consolation et de réparation à l'usage des candidats au suicide. Oui. Vous les écoutez souvent, je crois. Je les écoute souvent. Et je trouvais qu'il y avait quelquefois une indécence à s'adresser à eux, comme s'ils étaient une mécanique en panne, en leur donnant quelques conseils sur les pièces qu'il faudrait changer ou les articulations qu'il faudrait revoir. Je crois que le propos sur le suicide est difficile à soutenir si on n'y met pas un peu de soi-même, un peu d'insistance chaleureuse. Est-ce que justement le suicide alors appartient à la catégorie des retournements de la pulsion de mort contre soi, à une cruauté contre soi Ah oui, je le crois véritablement que le suicide passe d'abord par une panne du travail psychique. Un moment où il n'y a plus ce travail de chaleur, de langage, de désir, qui se saisit du monde, qui en fait son affaire, qui l'exprime en mots, qui s'adresse à quelqu'un. Enfin voilà, en quelques mots, ce que j'appelle le travail psychique. Eh bien, c'est une panne de ce travail psychique que les gens ont quand, tout d'un coup, ils décident, est-ce que c'est décidé, ils en viennent à prononcer la peine de mort. Comme si c'était d'ailleurs une sorte de constat. Puisque je suis mort, autant le devenir. Quelque chose comme ça. Et comment voulez-vous raisonner par rapport à cette position-là, qui est si peu raisonnable ? Elle est plutôt en rapport avec un déficit dans notre espace du dedans, justement, là où s'élabore la consolation, la parole vive, la parole pleine. Par conséquent, ce qu'il faut réveiller, c'est plutôt cet espace du dedans, plus que la capacité à raisonner de façon sérieuse sur la non-pertinence du suicide. Si bien que j'ai, devant un suicidant, souvent peu envie de lui parler des causes de son suicide.
Alors vous avez été collé au bac et vous avez fait votre tentative de suicide. C'est vrai que c'est difficile d'être collé au bac. Mais je deviens tout à fait ironique là-dessus. C'est parce que vraiment les causes du suicide me paraissent souvent une façon assez bizarre, un peu choquante de parler. En revanche, essayer de faire retrouver au sujet, par l'ouverture de notre propre espace du dedans, de notre propre espace psychique, la capacité de recoller les morceaux, justement, comme au creux des deux mains, comme on le disait tout à l'heure. C'est un discours affectif que j'ai, pas dans ma pratique tellement, mais en tout cas dans mes écrits, tenté de trouver pour rendre compte de ce désarroi. Est-ce que les consolations qui valent pour les victimes de la pulsion de mort de Cruel valent aussi pour ceux qui sont victimes de leur propre pulsion de mort? Je crois. Oui. Je crois que justement, ce qui est éteint chez la victime du Cruel ou chez le déprimé grave ou le suicidaire, c'est ce que l'on pourrait appeler la chanson, ce qui est chantant à l'intérieur de nous-mêmes. Nietzsche disait « Je ne croirai qu'aux vérités qui dansent ». Shakespeare disait « Méfie-toi de celui qui n'a pas en lui une petite chanson, il est prêt à toutes les trahisons ». Je crois beaucoup à la notion d'une chanson intérieure comme étant ce qui nous permet de vivre, c'est-à-dire de danser et de chanter. Et je crois aussi qu'au passant qui passe, on reprend sa chanson, pour reprendre un terme d'Aragon, c'est vrai que rien ne donne le plus envie de chanter que d'entendre chanter quelqu'un qui passe. Alors, c'est ce qu'on appelle le réenchantement, finalement. Je ne dis pas que toute l'aide aux traumatisés psychiques ou aux suicidaires se limite à ça, mais je crois à l'induction réciproque. C'est-à-dire que il y a comment éveiller un désir de vivre si on n'a pas déjà installé en soi-même ce désir de vivre. C'est ce que vous voulez faire par ces lettres-là, c'est-à-dire éveiller un désir de vivre. Oui, réveiller. Réveiller. Et pourtant, vous n'allez pas privilégier l'écoute. C'est vous qui parlez. C'est vrai. Bon, moi je parle. Oui, oui. c'est vrai. Alors, il y a toute une technicité, on va dire, derrière ça. À savoir qu'il y a véritablement une invalidation de la parole comme fait pathologique premier chez la plupart des suicidaires. Et que, comme chez les victimes de cruauté. C'est un signe de destruction de l'espace du dedans. Et de ce fait-là, si on les somme de prendre la parole, c'est vrai, à un moment donné dans ce livre, je dis, ça y est, on va vous sommer de faire les frais de la conversation. Eh bien, si ça peut se défendre pour qui n'a pas un peu les références techniques et scientifiques sur le sujet, mais il y a des clivages chez les gens très déprimés et qui vont peut-être passer à l'acte. Et il y a quelque chose de désespérant de dire à quelqu'un, allez-y, parlez donc, secoue-toi, fais ce que tu as à dire, à faire. Il y a là une espèce d'injonction paradoxale qui est cruelle. Et je crois plus que à cette formule aussi d'Aragon dans un de ses poèmes qui dit « J'en ai tant vu qui s'en allèrent, qui ne demandaient que du feu ». À propos des suicidants, c'est-à-dire, ils n'attendaient pas un discours, ils attendaient du feu. Et moi, j'ai toujours imaginé que le feu, ça pouvait être quand on leur allumait leur cigarette, tout simplement. Ou quelque chose d'un peu chaleureux dans la poignée de main, ou la main sur l'épaule, ou la main sur la tête, enfin quelque chose de chaleureux. Alors vous les renvoyez aux choses. Oui, pour commencer. Eux, ils sont devenus un peu choses, comme les victimes de la cruauté. C'est vrai. Et vous les renvoyez aux choses, la banalité des choses, disons. Voilà. Au ras des pâquerettes. Celle dont parle Guilvic, par exemple. Oui. L'écuelle, l'armoire, les choses. Voilà. Et puis vous les renvoyez aux livres. Pas tout de suite. D'abord aux choses, c'est vrai. Choses. Mais les livres. Et alors les livres, c'est un livre emporté, ce que j'ai écrit là, par conséquent, il est un peu outrancier. Et j'ai dit, soyez impitoyable avec les livres. Si un livre ne vous prend pas dès la deuxième page, vous le jetez par terre et vous le mettez à la poubelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en état, quand on est suicidant, de faire les frais de lectures compliquées, de lectures qu'il faut avoir lu. Comme on dit, ce livre-là, il faut l'avoir lu. Non, c'est pas le moment de ça. Il faut des livres qui vous soient accordés, comme disait un écrivain que je connaissais aussi. Il y a des livres qui vous sont accordés. Eh bien, je crois qu'un suicidant a besoin de livres qui sont accordés et qui ne sont pas le même pour tous les suicidants. On n'a pas les mêmes accords tous. Et vous dites que, Yves Prigent, qu'il y a une violence rentrée qui constitue l'arrière-plan de toutes les dépressions. Alors, dans le suicide, effectivement, on a affaire à la dépression.
et puis à cette violence retournée contre soi. Comment est-ce que vous faites pour l'endiguer, parce que vous ne faites pas appel à la sagesse, vous les détournez de la sagesse. C'est vrai. Ben, c'est un petit peu tenir compte... Vous les détournez aussi des modèles, des maîtres, de la psychanalyse, oui. De la philosophie. Oui. On ne sait pas trop ce que vous leur accordez. Oui, si vous leur dites sauter dans un livre, aller au léger, au mobile, au désinvolte. Voilà. C'est-à-dire, tenez compte, ne vous soyez pas culpabilisés parce que vous n'avez pas accès à la pensée, aux grands discours, aux grandes perspectives philosophiques. Acceptez que ça se passe au niveau des pâquerettes, c'est-à-dire au niveau de l'émotion d'un petit objet qui a sa résonance pour vous, qui ne l'aura peut-être pas pour un autre. Laissez-vous toucher. J'aime bien cette formule qu'il y a dans un film de Bergman. Un psychiatre, une femme psychiatre avait fait une tentative de suicide et elle demande à un de ses collègues après comment je pourrais ne plus refaire ça. Et le collègue avait dit laissez-vous toucher tous les jours par quelque chose ou par quelqu'un. Alors vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire n'essayez pas de vous prendre la tête, n'essayez pas d'aller voir des gourous, des maîtres, des grands interprétants. Mais faites attention au chat qui passe ou à tel brin d'herbe qui est comme par hasard dans votre jardin. Ça correspond à la clinique, c'est pas seulement de la poésie, c'est même pas vraiment de la poésie. Je me souviens d'une personne qui guérissait d'une dépression, qui est venue me voir dans mon cabinet à Quimper, et au moment où elle allait bien, elle m'a dit je ne savais pas qu'il y avait des mouettes à Quimper. Je lui ai dit bon, pourquoi? J'en ai jamais vu. Alors, en réalité, c'est vrai, c'est pas très logique qu'il y ait des mouettes à Quimper, parce que c'est pas tout à fait un port de mer. Et pourtant, il y en a beaucoup. Donc, elle les avait sûrement vues, mais elle les avait pas vues. Vous voyez ? Je crois que c'est à ça que je fais allusion. Mais est-ce qu'on peut, quand on est comme ça, candidat au suicide, à cette mort annoncée, écoutez, est-ce qu'on peut, vous qui parlez sans arrêt, souvent avec les suicidaires, est-ce que c'est vraiment l'idée du désir qui est qui est mort chez eux, c'est ça? C'est le désir c'est le désir qu'il faut susciter. Même avant le désir, c'est-à-dire le désir, c'est déjà quelque chose d'élaboré. C'est la pulsion qui a pris forme à partir d'un fantasme qui s'énonce dans un propos. On n'en est pas là dans la plupart des déprimés. C'est l'émotion qui est éteinte, c'est la chanson qui est éteinte. Oui. Et ce qui donne envie de chanter, encore une fois, ça n'est pas de lire des cartes, sinon comme dans un cauchemar, comme disait Lacan, mais c'est de laisser venir les petites choses à vous, de vous laisser toucher par les petites choses. Alors, on ne peut pas en faire un conseil, une méthode, mais c'est une sorte de liberté, d'aval que l'on peut dire à quelqu'un qui en est, à simplement avoir accès à quelques petites choses comme ça, et dire, allez-y, ça y est, c'est beaucoup ce que vous évoquez là. Il y a des mouettes à Quimper, c'est la bonne nouvelle du jour. Qu'est-ce qui exerce cette cruauté vis-à-vis de soi-même? Sont les jeunes et les personnes âgées? Oui, alors les plus violents vers soi-même, c'est les jeunes et les personnes âgées. C'est-à-dire, au fond, les explications sont multiples, mais entre autres quand même, c'est le moment où l'intégration entre le corps et l'esprit est le plus difficile. On a parlé de désintégration. Une des formes de désintégration, c'est la désintégration somatopsychique entre le corps et l'esprit. Et que ce soit le jeune qui voit son corps se modifier, et la personne âgée aussi, bien sûr, eh bien, il est difficile qu'il fasse amitié. Et de même, le monde extérieur change, c'est pas que le corps, le monde extérieur change. Une fille, par exemple, verra que des hommes la regardent différemment à 14 ans qu'à 10 ans ou à 18 ans. Et de même, un vieillard verra qu'on ne l'écoute plus tellement ou qu'on ne le regarde plus non plus beaucoup. Donc, il est désolé à cause de ça. Il a perdu contact avec son sol, c'est-à-dire son corps, on pourrait dire. Et puis, il est seul aussi par rapport au monde extérieur. Ça étonne, bien sûr, qu'on puisse dire que des jeunes puissent être seuls. Bien sûr, ils sont souvent en bande, mais souvent ils sont en bande parce qu'ils sont seuls, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait un rapport à l'autre, la bande. Donc, la désolation du jeune et la désolation de personnes âgées a des points communs. C'est peut-être une des explications de la relative fréquence des conduites suicidaires. Vous dites qu'il faut, dans ces cas-là, essayer de rompre, déplacer et créer des liens. C'est vrai que souvent, la personne suicidaire a quelque chose d'un peu exténué dans sa vie affective qui l'amène à se cramponner, à être plus à la recherche d'attache qu'à la recherche de liens. Et souvent, pour reprendre le large, on est obligé d'abord de rompre les attaches.
C'est l'intérêt d'ailleurs des hospitalisations. Là, je tombe un peu dans la technique ou la pratique, mais une hospitalisation, souvent, est une façon d'aider à des soins, puisque le sujet n'est plus à ce moment-là attaché à tout à quoi il se cramponnait. Et créer des liens, c'est ce qui se passe lorsqu'on s'est détaché et qu'on arrive à lancer quelque chose, des langages, des mots, des sentiments, vers quelqu'un d'autre. Rompre des attaches pour créer des liens. Mmh. Et alors, il y a un paradoxe bizarre, c'est-à-dire qu'on fait le mort pour ne pas mourir. Oui. C'est assez étrange. C'est la définition de faire le mort. Vous savez, à la guerre, quand on sent que ça va aller très mal, on fait le mort. Mais dans le suicide? Alors, c'est plutôt dans la dépression qu'on fait le mort. Malheureusement, dans le suicide, on prend à la lettre, on démétaphorise l'affaire. C'est-à-dire, c'est en cela d'ailleurs que je trouve que c'est presque un acte paranoïaque. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'une dépression consiste d'une certaine manière à faire le mort, mais de là à le faire vraiment, il y a quelque chose d'un peu fou. Comme quand on dit prenez la porte, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va la prendre sur son dos, qu'on va partir. Il y a là, vous voyez, quelque chose d'inquiétant. Quand cette idée de faire le mort va jusqu'à la réalisation. Je vous propose de réécouter un extrait de lettres que vous avez écrit contre le suicide, en fait, contre la mort, lu par Sarah Chaumette. À vous la colère, à vous le droit à la colère à présent. Vomissez votre bile noire sur les bons apôtres qui sournoisement vous faisaient violence, la pire, celle qui ne s'annonce ni ne s'énonce. Vous, à qui la mort hier encore a semblé facile et désirable, sachez que quelques malveillants et beaucoup de belles âmes vous y ont conduite. D'étouffements subtils en travail de sape. Ils ont déversé des propos contradictoires où ni l'amour ni la haine ne pouvaient trouver leur compte ni leur chemin. Ils ont gardé des silences énigmatiques, comble raffiné de ces doubles messages par lesquels les savants affolent dans leur laboratoire les chiens et les souris. Éructez, crachez, vociférez ce nom que depuis si longtemps vous n'avez su dire à cette société violente, sournoise, aphasique, incapable de proférer et d'entendre autre chose que les onomatopées extraites d'une langue déchue ou d'une parole humiliée. Crachez, mais crachez donc. Vous en avez plus que le droit, la nécessité vitale. Vous aviez perdu l'habitude de ce chemin essentiel qui unit le cœur à la langue. Faute d'avoir entretenu ces chemins vite embroussaillés, le mot cordial, la phrase juste ne sont pas venus. Ils n'ont pas bougé lorsque quelque chose en vous vacillait et les réclamait en secret. Certes, ces violences du silence, ou des phrases sans conviction ni vérité ni style qui vous furent faites les mois, les années qui ont précédé votre valse hésitation avec la mort, n'ont produit leur œuvre dévastatrice qu'en raison d'autres violences, enfouies celles-là, et qui vous frappèrent dès les premiers mois ou années de votre enfance. Pourquoi ne pas crier l'horreur et l'abjection de votre enfance malmenée, bombardée par des inconscients ou des pervers, oublieux de ce que veut dire porter un enfant, dans son ventre certes, mais aussi dans ses bras et son propre psychisme, pour que jamais ne l'approchent les alligators des profondeurs marécageuses. Ce que vous dites, Yves Préjean, à quelqu'un comme ça qui est tenté par l'ultime cruauté, dans le fond la tentation suicidaire, c'est que toute la violence contenue, enfouie, s'est retournée contre lui. Contre elle, là, en l'occurrence, sont des lettres à une femme. Oui. Toute la violence s'est retournée, donc il faut oser la colère. Voilà. Il faut que cette violence soit expurgée, Oui. Oui. Alors, ce qu'on peut souhaiter, effectivement, que ce soit une vraie colère, c'est-à-dire, je l'indiquais quelque part dans ce livre, une colère bien articulée, bien dite. Il faut cracher et après les mots viennent, les mots viendront. Parce que si on s'en tenait à une violence externalisée, exportée, on tomberait dans le cas de figure de la chose que nous avons évoquée pour commencer cette émission, ce sujet qui était soigné, qui tout d'un coup, au lieu de se battre lui-même, s'est mis à battre tout le monde autour de lui, il n'y avait plus qu'à compter les morts. Quand j'énonce comme ça le souhait à cette personne qui s'est mortifiée, qui s'est retournée contre elle-même de la violence, quand je souhaite pour elle qu'elle puisse
sortir quelque chose d'elle-même. Je crois que ça n'apparaît pas dans la lettre qui a été lue, mais ensuite on dit, mais ensuite arriver à trouver les mots, articuler trouver la phrase, trouver le verbe, trouver le complément ou presque. Enfin, ça n'est qu'un premier temps. On commence par jurer, on peut jurer à l'égard de Dieu, on en sort sa colère, on sort sa violence, et ensuite c'est le désir bien dit et bien exprimé qui va vous guérir en quelque sorte. C'est une étape beaucoup plus longue. C'est une quête plus longue, à condition qu'il y ait quelqu'un devant aussi là. Nous sommes notre désir bien dit. Voilà, nous sommes notre désir bien dit. C'est une formule qui n'est pas de moi, qui est de Lacan, mais je trouve qu'elle m'aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses. Nous ne sommes pas nos actes qui sont toujours très énigmatiques. Nous ne sommes pas non plus nos verbiages ou nos bavardages qui sont tellement bons. Alors que le désir bien dit, c'est quelque chose qui s'apparente à la parole pleine, qui est la notion de vérité, la vérité du désir. Plus toute une chimie quand même. Vous êtes pour toute une chimie, les antidépresseurs. Oui, il y a véritablement la psychothérapie chaleureuse, entre sécurité, vous dites, et dérangement indiscret, mais aussi la chimie. Oui, il y a dans la panne dépressive quelque chose de très organique aussi. C'est-à-dire que le cerveau déprimé est un peu à l'image du mode de vie du sujet déprimé. C'est-à-dire qu'il tourne toujours par les mêmes chemins, qu'il tourne en rond, comme on dit très volontiers. Eh bien, c'est vrai aussi au niveau des circuits nerveux, des synapses, des systèmes synaptiques qui sont toujours les mêmes, qui sont pris, tout simplement parce que le cerveau s'est lui aussi épuisé et il tourne à l'économie. C'est important de dire que les antidépresseurs, par exemple, ne sont pas du tout des euphorisants, pas du tout. Quelqu'un qui se porte bien prend un antidépresseur, ça va rien lui faire du tout, alors qu'un verre d'alcool va le mettre en bonne humeur souvent. Ce ne sont pas des euphorisants. Ce sont des médicaments qui remplacent des neuromédiateurs qui sont épuisés dans un cerveau dépressif. C'est épuisant aussi pour le système nerveux d'être déprimé. Et donc, j'aime bien l'analogie qui veut que dans une ville où les transports seraient réduits à très peu de choses pour des raisons de grève ou toutes sortes qu'on peut imaginer, eh bien, quelquefois, on aurait l'impression que la vie serait presque morte, la ville serait presque endormie, et être assez pessimiste sur son sort, alors que si on remet en route les taxis, les métros, l'électricité, les téléphones, on verra que sans qu'elle ait vraiment changé, la ville, eh bien, elle retrouve de la vie. C'est un neuromédiateur, sans plus, l'antidépresseur. Merci beaucoup Yves Prigent. Alors on peut retrouver toutes ces indications, ces ordonnances contre la cruauté à l'égard de soi-même dans les 7 lettres contre la mort chez Albin Michel, et puis toute la cruauté, toute la problématique dans la cruauté ordinaire qui est parue chez Desclés de Brouwer.